Elle était là avant toutes les autres. Et ils l'ont fait disparaître. En 1900, près d'un tiers des automobiles en circulation étaient électriques, en France comme aux États-Unis. Silencieuses, propres, faciles à conduire, elles semblaient promises à un avenir radieux. Et puis, tout a basculé. En l'espace de 20 ans, la voiture électrique a disparu, balayée, oubliée, reléguée dans les musées et les notes de bas de page des encyclopédies. Comment une technologie aussi prometteuse a-t-elle pu s'effacer aussi vite? Qui l'a tuée? Le pétrole? La Ford T? Les guerres? Ou simplement le cours de l'histoire? Pour comprendre, il faut remonter aux origines. Cette histoire commence dans les années 1830, bien avant l'invention de l'automobile telle que nous la connaissons. Elle traverse plus d'un siècle de découvertes, de rivalités industrielles et de choix technologiques. Elle met en scène des inventeurs géniaux, des magnats du pétrole, des ingénieurs visionnaires et des décisions qui ont façonné notre monde. C'est l'histoire de la voiture électrique. C'est l'histoire d'une disparition. Bien avant que le rugissement des moteurs à essence ne devienne la bande-son de nos routes, c'est le silence électrique qui régnait sur les premières automobiles. Nous sommes dans les années 1830. L'Écossais Robert Anderson conçoit ce qui pourrait être le premier véhicule électrique de l'histoire. Une calèche alimentée par des électroaimants et des piles non rechargeables. Une curiosité, un jouet de savant, mais déjà une promesse. En 1834, de l'autre côté de l'Atlantique, l'Américain Thomas Davenport construit un petit véhicule roulant sur rail, alimenté par un moteur électrique de sa conception. Mais ces inventions restent des curiosités de laboratoire. Le problème majeur, les batteries ne se rechargent pas. Une fois vidées, elles sont bonnes à jeter. C'est un Français qui va tout changer. En 1859, dans son laboratoire parisien, Gaston Planté invente la batterie rechargeable au plomb acide. Une révolution silencieuse. Pour la première fois, on peut stocker l'électricité et la réutiliser. Cette technologie, perfectionnée en 1881 par Camille Faure, va ouvrir la voie à l'automobile électrique telle qu'on la conçoit. 1881 marque un tournant. À Paris, lors de l'exposition internationale d'électricité, l'inventeur Gustave Trouvé présente un tricycle propulsé par un moteur électrique de sa conception. C'est la première démonstration publique d'un véhicule électrique léger et fonctionnel. La même année, en Angleterre, William Ayrton et John Perry construisent un tricycle électrique capable de parcourir 40 km. Ils documentent méticuleusement leurs essais, posant les bases de l'ingénierie automobile. En France, Charles Gentot, carrossier de renom, s'associe à Camille Faure pour créer des voitures électriques de luxe. Ces véhicules silencieux, sans odeur et sans vibration, séduisent immédiatement l'aristocratie parisienne. L'automobile électrique n'est plus une expérience de laboratoire. Elle devient un produit, un rêve, un symbole de modernité. 29 avril 1899. Achères, près de Paris. Un véhicule en forme de torpille, tout en aluminium, s'élance sur une route fermée à la circulation. À son bord, le pilote belge Camille Genadzi, surnommé le Diable Rouge pour sa barbe flamboyante et son tempérament fougueux. Ce jour-là, la jamais contente atteint 105,88 km/h. C'est le premier véhicule terrestre de l'histoire à dépasser les 100 km/h. Et c'est une voiture électrique. Ce record va tenir pendant 3 ans. Il démontre au monde entier que l'électricité n'est pas seulement propre et silencieuse, elle est aussi puissante. La voiture électrique est à son apogée. Elle semble invincible. À l'aube du XXe siècle, la voiture électrique triomphe des deux côtés de l'Atlantique. En France, près d'un tiers des véhicules en circulation sont électriques. À Paris,
les fiacres électriques sillonnent les rues depuis 1897. En 1898, lors du grand concours de fiacres automobiles organisé par l'Automobile Club de France, les voitures électriques raflent tous les prix. Le jury est catégorique. Il semble désormais acquis que le fiacre à moteur à essence de pétrole ne saurait constituer un système d'exploitation de voitures publiques dans une grande ville. Charles Gentot, carrossier parisien, produit des voitures électriques qui battent des records de vitesse. La Poste française livre le courrier en voiture électrique dès 1901, avec des 1000D fabriqués à Levallois-Perret. Aux États-Unis, le succès est tout aussi éclatant. En 1900, sur les 4000 automobiles produites, 38% sont électriques, 22% à essence et 40% à vapeur. À New York, dès 1897, une flotte de taxis électriques sillonne les rues de Manhattan. La Electric Vehicle Company devient l'un des plus gros constructeurs automobiles au monde. Des constructeurs comme Baker Electric et Detroit Electric produisent des voitures élégantes, prisées par la haute société. Leurs clientes sont souvent des femmes. Pas de manivelle dangereuse à tourner, pas d'odeur d'essence, une conduite simple et intuitive. Même Clara Ford, l'épouse d'Henry Ford, possède une voiture électrique. La voiture électrique semble promise à un avenir radieux. Personne ne voit venir ce qui va suivre. Alors que la voiture électrique triomphe en ville, à Paris comme à New York, une autre bataille se joue sur les routes. Car l'électrique a un talon d'Achille, l'autonomie. 80 km au maximum avec les batteries de l'époque. Parfait pour les trajets urbains, les livraisons, les taxis. Mais pour relier Paris à Bordeaux, Paris à Berlin, impossible. Or, la France est obsédée par la vitesse et la distance. Les grandes courses automobiles, Paris-Rouen en 1894, Paris-Bordeaux-Paris en 1895, Paris-Berlin en 1901, deviennent des événements nationaux. Et sur ces longues distances, seul le moteur thermique peut rivaliser. En 1903, la France est le premier constructeur automobile mondial. Elle représente à elle seule 48,7% de la production mondiale. Paris est la capitale de l'automobile. Les noms résonnent. Panhard et Levasseur, Peugeot, Renault, De Dion-Bouton. Ces pionniers ne se contentent pas de fabriquer des voitures. Ils inventent l'industrie automobile elle-même. Mais cette industrie française, elle s'est construite autour du moteur à explosion. Les ingénieurs français ont perfectionné le thermique pour les courses, pour la route, pour l'aventure. L'électrique, lui, reste cantonné aux flottes urbaines. Et c'est de l'autre côté de l'Atlantique que le coup de grâce va être porté. 10 janvier 1901, Spindletop, Texas. Un geyser de pétrole noir jaillit à 30 mètres de hauteur. Le gisement produit 100 000 barils par jour, plus que tous les autres puits américains réunis. Le prix du pétrole s'effondre. L'essence, autrefois sous-produit encombrant du kérosène, devient une ressource abondante et bon marché. 7 ans plus tard, le 12 août 1908, Henry Ford lance la Model T à $850. C'est cher, mais Ford a un plan. En 1913, il introduit la chaîne de montage. Le temps d'assemblage passe de 12 heures à 93 minutes. Le prix de la Model T chute à $260 en 1924. Entre 1908 et 1927, Ford vend 15 millions de Model T. En face, une voiture électrique équivalente coûte $1750, pratiquement 4 fois plus cher. Le combat est inégal. En France, André Citroën comprend la leçon. En 1919, il lance la Type A, première voiture européenne produite en série. On l'appelle la Ford française. Le règne de la production de masse a commencé, et il favorise le thermique.
Mais l'histoire aurait pu être très différente. Car deux des plus grands esprits de l'époque ont failli sauver la voiture électrique. Avant de fonder son empire, Henry Ford n'est qu'un jeune ingénieur passionné. Il travaille pour la Edison Illuminating Company à Détroit. Thomas Edison est son idole. En 1896, Ford présente son premier prototype à Edison en personne. Le vieil inventeur frappe du poing sur la table et l'encourage à se lancer. Ford dira plus tard « Ce coup de poing sur la table a changé ma vie. Personne ne m'avait encouragé avant lui. » Les deux hommes deviennent amis, proches, presque inséparables. Et en 1914, alors que la Ford T cartonne déjà, la presse mondiale s'enflamme. Le New York Times annonce « Ford et Edison travaillent ensemble sur une voiture électrique bon marché ». L'idée est vertigineuse. Combiner le génie de la production de masse de Ford avec la technologie des batteries nickel-fer d'Edison. Le prix visé, environ $600. Quand les voitures électriques de l'époque en coûtent 2500. Ford investit $1,5 million, une fortune pour l'époque. Des prototypes sont construits à Dearborn, basés sur le châssis de la Model T. Et puis, rien. Les batteries d'Edison sont durables, mais lourdes. Leur résistance interne est trop élevée. Par temps froid, les performances s'effondrent. L'autonomie reste insuffisante. L'équipe de Ford finit par substituer de simples batteries au plomb. Et à ce moment-là, Ford perd tout intérêt. Sans les batteries d'Edison, le projet n'a plus de raison d'être. Ford abandonne discrètement le projet. Et l'ironie finale ? En 1912, un ingénieur nommé Charles Kettering invente le démarreur électrique, d'abord installé sur les Cadillacs. Jusqu'alors, démarrer une voiture thermique était dangereux. Il fallait tourner une manivelle qui pouvait vous casser le bras, voire vous tuer. Le démarreur électrique rend le moteur à explosion accessible à tous, aux femmes, aux citadins, à la masse. Le dernier avantage de la voiture électrique, sa facilité de démarrage, vient de disparaître. La technologie électrique a elle-même rendu le thermique imbattable. Les années 1910 sonnent le glas de la voiture électrique. Les facteurs sont multiples et ils convergent tous vers la même conclusion. Le pétrole est désormais abondant et bon marché grâce aux découvertes texanes et aux gisements qui se multiplient en Oklahoma, en Louisiane, puis dans le monde entier. L'essence ne coûte presque rien. Les routes s'étendent, reliant les villes entre elles, ouvrant les campagnes à l'automobile. Et l'autonomie limitée des électriques, 80 km au maximum, devient un handicap fatal. Les voitures à essence offrent 300 km, voire davantage. Et le ravitaillement ne prend que quelques minutes dans les stations-service qui se multiplient. Le prix, surtout, creuse l'écart. Une Ford T coûte $260 en 1924. Une D3 électrique équivalente, pratiquement 4 fois plus chère. Pour la classe moyenne américaine et européenne, le choix est vite fait. Un par un, les constructeurs de voitures électriques ferment leurs portes. Baker Electric fusionne avec Roush et Lang en 1914, puis cesse la production en 1916. Détroit Electric survit plus longtemps, jusqu'en 1939, mais ne produit plus que des véhicules sur commande après 1930. Ironie du sort, Clara Ford, épouse d'Henry, conduira sa Détroit électrique jusqu'aux années 1930, préférant son silence à la fumée des voitures de son mari. La Première Guerre mondiale va achever la voiture électrique et propulser le thermique vers la domination totale. Pour les batteries, c'est la catastrophe. Les prix du cuivre et du plomb, métaux essentiels, doublent puis triplent. L'industrie de guerre a d'autres priorités que les voitures de luxe silencieuses. Pour le moteur à explosion, c'est l'inverse. La guerre devient un formidable accélérateur.
En 1914, André Citroën reconvertit ses usines pour produire des obus. Il livre 2000 obus par jour, puis 10 000, puis 20 000. L'industrie automobile française apprend la production de masse dans les tranchées. Septembre 1914, l'armée allemande fonce vers Paris. Le général Gallieni réquisitionne les taxis parisiens, 600 Renault à moteur thermique, pour transporter 6000 soldats vers la Marne. C'est la légende des taxis de la Marne. L'automobile thermique entre dans l'histoire militaire. Partout, les usines tournent à plein régime. Camions, ambulances, véhicules de commandement. L'innovation s'accélère. Les moteurs gagnent en fiabilité, en puissance, en endurance. En Allemagne, BMW naît en 1916 comme fabricant de moteurs d'avion. En 1926, 2 constructeurs en difficulté fusionnent pour former Mercedes-Benz. En 1934, Citroën lance la traction avant, première voiture à traction avant produite en grande série. Une révolution technique qui consolide la domination du thermique. La guerre a forgé une industrie puissante, standardisée, optimisée pour le moteur à explosion. La voiture électrique, elle, n'est plus qu'un souvenir. 1934. Adolf Hitler annonce un projet grandiose. Une voiture que chaque famille allemande pourra s'offrir. La Volkswagen, la voiture du peuple. Il confie le projet à Ferdinand Porsche, ingénieur brillant. Un choix ironique, car Porsche, 34 ans plus tôt, était un pionnier de la voiture électrique. En 1900, il avait conçu la Lohner Porsche, une voiture révolutionnaire avec des moteurs électriques intégrés dans les roues. Il avait même créé l'une des premières voitures hybrides de l'histoire. Mais en 1934, personne ne songe plus à l'électrique. La technologie a disparu des esprits. Pour la voiture du peuple, Porsche dessine sans hésitation un moteur à explosion, un 4 cylindres à plat refroidi par air, placé à l'arrière. En 1938, la KDF-Wagen est présentée. KDF pour Kraft durch Freude, la force par la joie, organisation de loisirs du parti nazi. Le régime lance un système d'épargne. Les Allemands versent 5 marks par semaine. 336 000 familles souscrivent. Aucune ne recevra jamais sa voiture. La guerre éclate. L'usine de Wolfsburg, construite pour produire la KDF-Wagen, fabrique des Kübelwagen pour la Wehrmacht. L'électrique est mort. Même son pionnier l'a abandonné. Mai 1945. L'Allemagne est en ruine. L'usine Volkswagen de Wolfsburg est occupée par les Britanniques. Un officier, le major Ivan Hurst, sauve l'usine de la démolition. Il relance la production de la KDF-Wagen, rebaptisée Volkswagen Type 1. La coccinelle va devenir la voiture la plus vendue de l'histoire, avec plus de 21 millions d'exemplaires. Ironie de l'histoire, la voiture conçue pour le régime nazi devient le symbole de la reconstruction démocratique de l'Allemagne. En France, une autre voiture populaire naît dans le secret. Pendant l'occupation, les ingénieurs de Renault travaillent clandestinement sur un projet audacieux, une petite voiture économique pour l'après-guerre. Louis Renault est arrêté pour collaboration et meurt en prison. L'entreprise est nationalisée. Mais le projet survit. En 1946, la 4 chevaux est présentée au Salon de Paris. Sa couleur jaune sable, c'est la peinture destinée à l'Africa Corps de Rommel, récupérée dans les stocks allemands. La 4 chevaux, la coccinelle, la Fiat 500, la Morris Minor. L'Europe se reconstruit sur 4 roues. 4 roues thermiques. L'automobile électrique, elle, a disparu des radars. Il faudra attendre un demi-siècle pour qu'elle refasse surface. 1945 à 1973. 30 années que l'économiste Jean Fourastier appellera les 30 glorieuses. 30 années de croissance, de consommation, d'insouciance.
et 30 années où le pétrole coule à flot. 7 compagnies dominent le marché mondial. On les appelle les 7 sœurs. Exxon, Mobil, Chevron, Gulf, Texaco, BP et Shell. Elles contrôlent le Moyen-Orient, fixent les prix et maintiennent l'essence à un niveau dérisoire. En France, le litre d'essence coûte moins cher qu'un litre de lait. L'automobile devient le symbole de la réussite sociale. En 1955, Citroën présente la DS au Salon de Paris. 12 000 commandes en une journée. La DS incarne le futur. Aux États-Unis, c'est l'explosion des muscle cars. Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Dodge Charger. Des moteurs V8 de 7 litres qui consomment 20 litres au 100 km. Personne ne s'en soucie, l'essence ne coûte rien. Les autoroutes se multiplient. Le réseau autoroutier américain, l'Interstate Highway System, lancé par Eisenhower en 1956, transforme le pays. En France, l'autoroute du Sud ouvre en 1970. La voiture est reine, le pétrole est roi. Et la voiture électrique, elle n'existe plus, effacée des mémoires, reléguée aux chariots de golf et aux véhicules de manutention dans les usines. Personne n'imagine que ce monde puisse s'arrêter. Et pourtant, les premiers signaux d'alerte apparaissent. Aux États-Unis, un brouillard toxique, le smog, étouffe Los Angeles depuis les années 50. En 1970, 20 millions d'Américains descendent dans la rue pour le premier Earth Day. Le président Nixon crée l'Agence de protection de l'environnement et signe le Clean Air Act. En France, la prise de conscience est plus lente. Pompidou veut adapter la ville à l'automobile. Mais en 1971, il crée aussi le tout premier ministère de l'Environnement. L'émission La France défigurée montre aux Français les dégâts du progrès sur leur paysage et leur air. L'automobile, symbole absolu de liberté, commence à être questionnée. Mais le vrai réveil va être brutal. 6 octobre 1973, jour du Yom Kippour, la fête juive du Grand Pardon. L'Égypte et la Syrie attaquent Israël par surprise. Les États-Unis et l'Europe soutiennent Israël. La réponse des pays arabes est immédiate et dévastatrice. Le 17 octobre, les membres de l'OPEP annoncent un embargo pétrolier contre les pays occidentaux. Du jour au lendemain, le prix du baril quadruple. Il passe de 3 $ à 12 $. C'est le premier choc pétrolier. En quelques semaines, le monde bascule. Aux États-Unis, des files d'attente interminables se forment devant les stations-service. On instaure le rationnement. Les plaques paires peuvent faire le plein les jours pairs, les impairs les jours impairs. En France, le gouvernement interdit les courses automobiles, limite la vitesse à 90 km/h et lance le slogan « En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». Les idées, justement. Pour la première fois depuis 50 ans, on commence à se demander « Et si le pétrole n'était pas éternel ? Et s'il existait une alternative ?» Dans les laboratoires, dans les garages, dans les bureaux d'études, une vieille idée refait surface. Une idée oubliée depuis un demi-siècle. La voiture électrique. En 1973, la voiture électrique a disparu depuis plus d'un demi-siècle. De près d'un tiers du marché en 1900, en France comme aux États-Unis, elle est passée à zéro. Totalement zéro. Effacée par le pétrole bon marché, la production de masse, 2 guerres mondiales et 3 décennies d'abondance insouciante. Les Baker électriques et Détroit électriques ont fermé depuis longtemps. La jamais contente dort dans un musée. Les taxis électriques de Paris et de Manhattan sont devenus des légendes que plus personne ne connaît. Même Ferdinand Porsche,
qui avait révolutionné l'électrique en 1900, a fini par l'abandonner. Le monde a fait son choix, un choix qui semblait définitif. Mais l'histoire a cette particularité, elle ne se termine jamais vraiment. Le choc pétrolier de 1973 vient de fissurer les certitudes. Pour la première fois, l'Occident réalise que le pétrole n'est pas infini, qu'il est une arme géopolitique, que la dépendance a un prix. Alors une question se pose. Une technologie morte depuis 50 ans peut-elle renaître ? Des ingénieurs formés pendant des décennies aux moteurs à explosion peuvent-ils tout réapprendre ? Un écosystème entier, constructeurs, équipementiers, garagistes, stations-service, peut-il se réinventer après un demi-siècle de certitude ? Ou le moteur thermique est-il condamné à régner pour toujours ?